Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur Juste Milieu aujourd'hui et nouvelle interview, nouvel entretien avec une personne que je suis ravi de recevoir aujourd'hui, c'est Mehdi Belhaj-Kassem. Avant toute forme de débat, cher Mehdi, comment allez-vous? Ça va très bien, un peu hagard. Je, sais pas, je reviens d'un long périple dans le sud saharien tunisien. Je me suis presque peut-être jamais senti aussi bien quelque part. J'habitais une espèce de gîte troglodyte, une expérience incroyable. J'ai jamais aussi bien dormi depuis l'enfance. On a l'impression d'être dans le ventre de sa mère. Silence absolu, tout est noir. Puis après, alors le désert, c'est majestueux. C'est pas loin de l'endroit où on a tourné Star Wars. Vous voyez, donc, Ah, excellent. Star Wars, c'est un peu le wagnérisme américain, on va peut-être en parler. Oui. Donc voilà, ça va, mais un peu fatigué, je vous avoue. Donc il faut que nos téléspectateurs, nos auditeurs, je ne sais pas comment dire, pour indulgence, si j'ai un petit côté lunaire, pyro-lunaire. Voilà, mais Mehdi revient de Star Wars, revient de Tatooine, du coup, donc la Ah planète, bah ça oui. avait été, voilà. On Donc, a cherché Yoda avec une copine, on est allé voir vraiment les bédouins, les bergers dans leur grotte troglodyte, c'est vraiment incroyable. On sent vraiment Yoda, hein, quoi. bon On sent alors, qu'il est là. si vous revenez de Tatooine, vous êtes tout pardonné. En fan de Star Wars, ça me Exactement. va. Il y a une ville qui s'appelle vraiment Tatooine, c'est pour ça que Oui. dans Star Wars, il s'appelle Tatooine. Voilà. Eh ben, décidément, on va multiplier les sujets aujourd'hui parce que de Tatooine à Nietzsche, en passant par le nazisme et le transhumanisme, c'est ce qui nous attend avec vous, cher Mehdi, autour de votre nouvel ouvrage, Nietzsche et la psychose occidentale. On va revenir sur les nombreux sujets que vous évoquez aujourd'hui et je le dis déjà, voilà, en toute subjectivité, parce qu'on n'est pas sur BFM TV ou quoi, on donne les conflits d'intérêts. Là, il y en a. Je me suis vraiment régalé avec cet ouvrage. Ça m'a musclé les neurones, pas forcément facile à tous les endroits, en apprenti débutant en philosophie, mais vraiment, je me suis passionné parce que vous mettez le doigt sur des questions à la fois très actuelles, tout en allant scruter, décrypter l'œuvre de Nietzsche, donc ce qui nous ramène des siècles en arrière aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, je suis ravi de vous avoir et on va petit à petit aller vers cet ouvrage, décrypter tout ça, mais d'abord quelques mots sur votre parcours. Hein. Vous êtes écrivain et philosophe, auteur d'une trentaine d'ouvrages environ, certains très remarqués depuis, et quelques mots. Tiens, pour découvrir votre parcours, quelques mots sur vous, ce qui vous a amené à faire cette œuvre-là petit à petit, à la fois dans l'écriture et dans la philosophie. Bon, moi, j'ai commencé en tant que littéraire. D'abord, je suis un parfait autodidacte pour des raisons subjectives un petit peu longues à expliquer. Mais disons des traumatismes d'enfance qui m'ont un petit peu dégoûté de tout ce qui était. Alors, j'étais un très bon élève. C'est ce que j'expliquais pas plus tard qu'hier à un ami, très cher, justement avec qui on a réalisé un entretien sur Nietzsche pour un site américain de philo. Voilà. Donc, il me demandait, mais comment tu as réussi tout ça alors que tu es bac plus zéro? Parce qu'effectivement, j'ai travaillé avec le philosophe le plus commenté et traduit dans le monde, qui est Badiou. Après, je me suis fâché. J'ai dirigé une collection avec Jean-Luc Nancy. J'ai fait un livre d'entretien avec David Graeber, qui a été un best-seller international, sauf en France, parce qu'en France, on ne veut pas trop de moi et c'est pour ça que j'ai fini par partir. Mais je me plains pas, hein, étant donné ce qui se passe. C'est vrai que je fais partie de ces gens auxquels le Covid a ouvert les yeux, disons, sur un certain nombre de trucs. Et je regrette rien de mes engagements dans ce sens, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai senti que ça tournait en rond, ce qu'on appelle gentiment la résistance, ce qu'on appelle méchamment la complosphère. Donc voilà, de me reconsacrer totalement à la philo. Donc voilà, très vite fait, je suis quelqu'un à la base de littéraire. J'ai commencé très jeune à publier des romans. Et puis à 24-25 ans, en grande partie grâce ou à cause de Nietzsche, il y a aussi les situationnistes, il y a aussi un philosophe très très influent au XXe siècle qui s'appelait Alexandre Kojève, qui était à la fois cofondateur de la CE et espion pour le KGB, pour l'URSS, un personnage invraisemblable, mais qui a initié toute une génération de très grands intellectuels, dont le Nietzschéen, Georges Bataille, qui joue un grand rôle, disons, dans la réception de Nietzsche en France. Et donc, Kojève était l'introducteur de Hegel en France. Donc, toutes ces lectures, les situationnistes, introduction à la lecture de Hegel et Nietzsche, ça a été vraiment le truc où je me suis dit, la littérature, c'est pas assez subversif. Je pense plus du tout ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais jeune et naïf.
J'arrive pas à foutre le Bronx comme je veux, juste avec mes romans. La philosophie, ça va le faire. Et cela dit, tout n'était pas entièrement faux. Cette intuition. Voilà, vite, je vous l'ai faite très rapide. J'aime Et, pas trop les auto-présentations. bon, au moins on a l'essentiel, c'est le plus important. Alors justement, pour aller dans le vif du sujet et pour aller découvrir votre travail avec ce nouvel ouvrage, Nietzsche et la psychose occidentale du nazisme au transhumanisme, question d'ouverture assez basique, comment vous est venue l'idée de ce travail à l'heure où Nietzsche redevient à la mode? Alors à la mode, en témoigne ce poster derrière moi, mais à la mode un peu comme on met aujourd'hui Che Guevara sur des briquets, c'est qu'effectivement on le brandit comme une sorte d'emblème pour ceux qui l'ont plus ou moins lu, un peu lu ou lu à travers les articles du Nouvel Obs. Ça a l'air cool, ça a l'air sympa, ça a l'air un petit peu dissident, mais vous démontrez avec cet ouvrage que on est peut-être loin du compte quand on lit vraiment Nietzsche. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, mon livre aurait pu s'appeler Contre le nietzschéisme gentil. Ça veut dire contre, effectivement, ce lissage de Nietzsche, de Georges Bataille à Michel Onfray, en passant par Deleuze, qui est sans doute le plus grand commentateur en France de Nietzsche. Les commentaires de Deleuze sont vraiment admirables sur Nietzsche, mais il vous présente vraiment un Nietzsche gentil. Ça veut dire tout ce qui est... Or, Nietzsche est le premier philosophe... il y a d'autres philosophes méchants. Pour moi, quelqu'un comme Platon est quelqu'un de pas gentil. Bon, vous avez une revue qui s'appelle Le Banquet, mais heureusement, votre émission, que j'ai découverte par YouTube, et c'est pour ça que je vous ai envoyé le livre, à cause du poster, voilà, le juste milieu, on est plus du côté de Aristote, et moi je suis beaucoup plus du côté d'Aristote, donc même si on va publier un petit texte dans Le Banquet aussi, personne n'est parfait. Donc, c'est de respecter Nietzsche, en réalité. Comme je vous l'ai dit, faut pas avoir peur d'un peu de fausse modestie avec Nietzsche. C'est quand même le plus grand mégalo qui a jamais existé, à part peut-être Hitler. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il a quand même des déclarations. Il se prend pour Dieu carrément, et c'est un élément extrêmement important qui est très très peu commenté chez les universitaires, qui est la théologie, la religion de Nietzsche. C'est-à-dire que pour les occidentaux, dès qu'on dit théologie, on dit monothéisme, comme si la théologie c'était toujours le monothéisme. Non, Nietzsche, c'est une machine de guerre contre le christianisme, mais pas au nom, contrairement à ce qu'on croit souvent, d'un athéisme comme ça, de l'athéisme, je dirais, obligatoire de l'occidental moderne, de l'occidental, disons, depuis 2 siècles, 2 siècles et demi. En gros, la Révolution française. Non, ce que Nietzsche, et ça aura une énorme importance dans l'histoire du nazisme, mais en réalité dans l'histoire de l'Allemagne, parce que ça, c'est un thème allemand, c'est le néopaganisme. Ce que Nietzsche veut, c'est une nouvelle religion. Il se prend pour Dionysos, c'est ça qui le rend fou à la fin. C'est pas de la blague quand il dit... il prend Cosima Wagner pour Ariane, il prend Wagner lui-même pour Thésée, et lui, c'est Dionysos qui va piquer Cosima à Wagner. Il n'a pas du tout réussi. C'est ça aussi, Nietzsche, comme presque tous les auteurs masculins du XIXe siècle, est évidemment très misogyne. Il développe une misogynie qui est assez géniale, mais enfin, il est très vantard. Il dit personne n'a jamais compris la psychologie féminine comme moi. Bon, dans la vie, c'est pas méchant de ma part de le dire, mais il s'est pris que des râteaux. Voilà. Il allait peut-être au bordel, là, les conjectures vont bon train, des gens disent il est devenu fou parce qu'il a attrapé la syphilis. Non, moi, dans le livre, je dis la folie nietzschéenne est inscrite en toutes lettres dans sa philosophie, notamment dans son dernier poème que je commente longuement, et où sa folie est vraiment annoncée. Il n'est pas encore fou, mais il dit je vais devenir fou. Et aucun commentateur, même pas Heidegger, même pas Deleuze, même pas aucun des plus grands n'a la curiosité de jeter un œil sur ce poème, les Dithyrambes de Dionysos. Donc, c'est un peu comme son Ecce Homo, c'est une sorte, quand il dit Dithyrambes de Dionysos, c'est pour dire je vais faire mon propre éloge. Et en fait, quand on lit le poème, on est très surpris par rapport au ton habituel de Nietzsche. On lit quelqu'un en train de s'effondrer. C'est-à-dire, il s'apitoie sur lui-même. Il se présente plus comme un philosophe. Il se présente comme un fou et comme un poète. Et alors, voilà, c'est toute la mythologie de Dionysos. Il prend en otage Ariane sur l'île, etc. Je raconte tout ça parce que cet élément est extrêmement important dans l'histoire de l'Allemagne et dans la naissance du nazisme. C'est une spiritualité. C'est-à-dire que nous, on a une imagerie hollywoodienne du nazisme,
Le pire pour moi, c'est Tarantino qui présente, voilà, on nous présente les nazis juste comme des brutes épaisses, très cruelles, impitoyables. Il faut quand même se demander d'où vient cette absence de pitié chez les nazis. Et ça, c'est une éthique proposée par Nietzsche pour la première fois à ce point dans l'histoire de la philosophie. Donc, de mon point de vue, je rends hommage à Nietzsche. C'est un exercice d'admiration. J'admire peut-être encore plus Nietzsche aujourd'hui que quand j'étais naïvement envoûté, comme tout le monde. Vous avez cité un magazine. Moi, j'ai pris l'habitude de plus citer aucun média mainstream français. Je trouve que ça porte malheur. Respecter Nietzsche, c'est respecter ce qui se revendique. Et comme je vous l'ai dit, donc un peu d'absence de fausse modestie. Je suis persuadé que si Nietzsche revenait, il dirait mais allez le lire là, ce petit arabe inconnu. Il me respecte plus dans son hostilité même que ceux qui font de moi un philosophe béchamel, gentil. Chez Nietzsche, la méchanceté, la cruauté, la violence physique, verbale et évidemment philosophique est revendiquée en toutes lettres. Donc, c'est manquer de respect à Nietzsche qu'effectivement de le présenter comme quelqu'un de gentil, alors que c'est une éthique de la cruauté. L'éthique de la cruauté. Par exemple, quand on dit complaisamment « Ah, le surhomme, c'est l'homme débarrassé du ressentiment », il faudrait savoir ce que ça veut dire, l'homme débarrassé du ressentiment. L'homme débarrassé du ressentiment, ça veut dire l'homme qui éprouve plus d'empathie, l'homme qui éprouve plus de pitié, l'homme qui éprouve plus de compassion, l'homme aristocratique qui considère la plupart des autres comme des inférieurs. Ça aussi, c'est un élément politique évident chez Nietzsche. Il est pour l'esclavagisme, il dit la guerre, alors là, il adore ça, même s'il ne l'a jamais fait au sens physique. Il dit quand même à la fin de sa vie, justement, celui de la folie, j'amène des guerres comme on n'en a jamais vu. Si l'hypothèse que, contrairement à ce qu'on colporte en France, l'influence de Nietzsche sur le nazisme est beaucoup plus importante qu'on ne veut bien le penser dans les facs françaises, alors voilà, il a effectivement, d'une certaine manière, amené des guerres comme on n'en avait jamais vu avant. Même si là, nous, en 2024, on a un petit peu peur de s'apprêter à faire encore mieux que ce qu'ils ont fait en 39-45. Mais le fait qu'aujourd'hui, ce que vous expliquez là ne se retrouve pas dans l'admiration que peuvent avoir de nombreux analystes de Nietzsche, et même aujourd'hui, que ce soit chez les commentateurs ou les gens qui s'en inspirent, ou tout bonnement qui parlent de lui, le fait d'occulter ces réflexions-là, d'occulter ces pans entiers de la pensée nietzschéenne, est-ce que pour vous, ça relève de l'incompétence, de la bonne foi, c'est-à-dire que des commentateurs qui ne l'ont pas lu assez sérieusement, ou de la volonté de le cacher justement pour éviter ce genre d'écueil? À votre avis, qu'est-ce qui fait que ce que vous dites là n'est pas plus d'écho finalement, alors que c'est très important et très intéressant? Il y a 1000 réponses possibles. Mon livre essaie de faire le tour. J'ai essayé de condenser au maximum les choses. Un ami m'a fait très plaisir en me disant en 200 pages, tu dis ce qu'un universitaire aurait dire 2000. C'est-à-dire, par respect justement pour mon sujet, j'essaye d'être comme lui, très littéraire, très rapide, très inventif au niveau du style. Donc, je n'insisterai jamais assez sur la force stylistique de Nietzsche, sur l'envoûtement que provoque le style. Vraiment, dans le livre, j'y insiste beaucoup. Dans les interviews que je donne, j'insiste constamment là-dessus. Et le second élément, et là, c'est un peu quelque chose que j'ai pas tout à fait dit comme ça, ni dans le livre, dans les interviews que j'ai données jusqu'ici, c'est qu'il y a justement ce côté très littéraire et donc un sens de l'observation chez Nietzsche qui fait que vous pouvez piocher 300 000 trucs, tous plus passionnants les uns que les autres. Il y a un côté très comme Proust ou Céline, vous voyez, vous prenez un extrait, c'est tellement bien vu que les gens se disent, bon, ce type-là ne peut pas être méchant. Moi, j'insiste en disant, non, derrière, il y a un vrai projet politique qui est d'une violence. J'ai parlé de la méchanceté de Platon, et là, je vais faire à nouveau le rapprochement. Ça veut dire que le souci programmatique de Nietzsche, du point de vue politique, c'est-à-dire une société hyper organisée, hyper hiérarchisée. C'est pour ça qu'il est très fasciné par les hindous. Il y a les supérieurs, les inférieurs. La lutte des classes, il ne veut surtout pas en entendre parler.
il y a un projet politique extrêmement précis chez Nietzsche, avec des prescriptions alors, qu'on trouve dans les livres qui étaient sortis de son vivant et que donc les nazis avaient très très bien lu. Ils n'avaient pas besoin de la soi-disant falsification de son idiote de sœur. Ça, c'est la légende qu'on répand en France. Non, les nazis, il faut vraiment y insister. Comme de l'autre côté, les Lénine, les Trotsky, même Staline, Mao, c'était des intellos, c'était des mecs qui lisaient tout. Et Hitler, Goebbels, etc., c'était des lecteurs. Hitler connaissait par cœur des pages entières de Schopenhauer. Moi, Schopenhauer, c'est un de mes philosophes de chevet. Avec le temps, je suis devenu plus Schopenhauer que Nietzsche. Schopenhauer, c'était le... Mais pour connaître comme ça des pages entières de Schopenhauer, c'est qu'il lisait tout le temps. Hitler découvre Wagner à 12 ans. C'était dans leur ADN, tout ça. C'est pas, ils n'ont pas eu besoin de la sœur de Nietzsche pour... sa sœur leur a juste aidé à... leurs propos étaient très simples. J'ai cité les grandes figures du marxisme-léninisme, commencé par Lénine lui-même, tous des intellos de premier plan, mais du côté des nazis et des fascistes, c'était pareil. C'était des mecs qui lisaient. Mussolini, Nietzsche, dès qu'il le lit en 1902, si je me souviens bien, ça devient immédiatement son auteur de chevet. Il était entouré d'intellectuels qui n'étaient vraiment pas des intellectuels de second ordre. Futurisme italien, on peut en penser ce qu'on veut, c'était pas des artistes médiocres, etc. C'est-à-dire qu'une certaine bien-pensance de gauche en France qui a beaucoup fait pour rendre Nietzsche présentable et le laver de toute collusion avec le nazisme, ne respecte pas assez l'adversaire. Ça veut dire on se contente de diaboliser le nazisme et le fascisme dès qu'on dit facho, et du coup, c'est devenu une espèce de figure de style ou de trope insupportable où tout le monde se traite réciproquement de nazis. On ne va pas parler de la situation du Proche-Orient en ce moment, ça nous entraînerait trop loin. Mais ce truc en chien de faïence où tout le monde, parce qu'on n'a pas voulu comprendre le nazisme en son essence, que la France, peut-être plus que tout autre pays, à part évidemment l'Allemagne elle-même, est dans un rapport psychotique à ça. C'est-à-dire on ne veut pas vraiment savoir ce qui s'est joué sous Vichy, du fait d'avoir été sous emprise allemande pendant 4-5 ans, parce qu'en réalité, c'est une emprise culturelle qui remonte à... Et Nietzsche est le résultat de tout ça. Ce qui domine l'esthétique européenne au XIXe siècle, Wagner est le plus grand symbole de tout ça, mais il y en a des centaines d'autres, c'est le romantisme. Et le romantisme, c'est une invention allemande, comme le reste. Donc voilà la seconde réponse, c'est que comme l'œuvre de Nietzsche est très très multiple par rapport à celle d'un philosophe normal, c'est-à-dire universitaire, professoral, bien sage dans sa présentation, alors que chez Nietzsche, il y a quelque chose d'exalté. Ça aussi, c'est unique dans l'histoire de la philosophie. Non seulement un philosophe qui lui-même est exalté, mais qui transmet à son lecteur ce sentiment d'exaltation. Donc, une fois de plus, oui, moi-même, j'ai été un Nietzschéen exalté, mais alors deux premières. Si vous lisez mes livres de mon époque, Nietzsche, vous allez dire, lui aussi, il faut le mettre à l'asile. D'ailleurs, j'y ai fait de longs séjours par le passé. Je parle de ça aussi dans mon livre, en disant, ça me rapproche de Nietzsche. Sa folie, je la juge pas, je me moque pas. Comme disait Spinoza, et ça vaut malheureusement aussi pour le nazisme ou le fascisme, ne pas rire, ne pas juger, mais comprendre. Voilà. Au-delà de Nietzsche, c'est d'essayer de comprendre. Le nazisme n'a pas été un accident dans l'histoire de l'Allemagne. Il y a toute une logique qui est conduite, une logique qui aurait pu mener à autre chose, mais qui pouvait aussi mener au nazisme. Et Nietzsche joue, malheureusement pour ces turiféraires qui veulent le polir, etc., un très grand rôle. Je dirais même, et je le dis dans le livre, j'ai dû me coltiner Mein Kampf, évidemment, ce qui n'est pas très agréable pour l'écriture de ce livre. Il y a des passages, notamment dans les fragments posthumes, mais pas seulement, qui sont d'une violence politique qui surpasse encore les discours de Hitler. Je sais que c'est choquant pour... si Michel Onfray entend ça, bon, au moins il fera un peu de pub pour le livre, c'est pas de refus. Mais c'est vrai que... Donc voilà, la seconde explication, c'est qu'il y a une telle diversité, en plus, le style éblouissant, donc un effet d'hypnose, un effet d'envoûtement. Et puis,
un côté qui est pas commun chez les philosophes, parce que depuis 2 siècles et demi, depuis Kant, 99% c'est des profs. Mhm. Ça aussi, ça me rapproche de Nietzsche, d'avoir, pour des raisons que j'ai succinctement rappelées, pas voulu faire l'université. Alors, ça fait 20 ans que j'aurais pu faire ce qu'on appelle une équivalence. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne regrette absolument pas. Là, j'ai un ami, c'est un universitaire brillantissime de 30 ans, c'est le futur grand philosophe. J'en dirai pas plus parce qu'il, justement, et il quitte tout. On parle d'un mec qui peut gagner dans quelques années 15 000 euros par mois. Voilà. Il dit que je vais tomber. Je suis pas libre. Je préfère être un peu plus pauvre. Voilà. Bon, je sors de mon sujet, mais pour mieux y revenir, c'est que Nietzsche a ce côté. On ne peut pas écrire comme lui, on ne peut pas écrire de manière aussi éblouissante, on ne peut pas écrire de manière aussi violente, on ne peut pas écrire de manière aussi littéraire à l'université. Et je cite cet ami parce qu'il disait, moi j'en ai marre, je veux écrire ce que je veux. D'ailleurs là, il m'a envoyé un article super bien écrit. Il dit, quand j'écris pour des revues, je suis obligé de m'auto-censurer à 90%. Oui, ce qui est On a effrayant. bien vu pendant la crise Covid comment ça se passait. Mais justement, on va y venir bien sûr sur le Covid, mais ce que j'ai trouvé vraiment chouette dans votre ouvrage, c'est qu'en plus, il y a une avancée très chronologique finalement. C'est qu'on part de l'analyse des travaux de Nietzsche, on arrive effectivement au nazisme et les inspirations, vous l'avez évoqué chez Wagner et chez Nietzsche évidemment. Après, on va aller sur la question du transhumanisme, donc beaucoup plus lié à notre époque et aujourd'hui avec le Covid, donc on y viendra un petit peu plus tard dans cet échange, mais effectivement, je voulais rebondir sur ce que vous dites là, l'extrait du fragment posthume, je l'ai noté, je voulais faire la petite lecture parce que j'étais sidéré de ce que vous avez retrouvé. Hein, donc, page 85, je lis pour nos spectateurs, voilà, pour illustrer ce que vous expliquez là, pour bien comprendre à quel point le discours de Nietzsche est loin effectivement de la version édulcorée qu'on peut en faire aujourd'hui. Il écrit: il y aura dorénavant des conditions initiales favorables à la formation d'organismes de domination plus vastes, tels qu'il n'y en eut jamais de semblables. Et ce n'est pas encore le plus important. Il est devenu possible qu'apparaissent des associations eugéniques internationales qui se donneraient pour tâche d'élever une race de maîtres, les futurs maîtres de la Terre. Une nouvelle et prodigieuse aristocratie, fondée sur la plus dure autolégislation, dans laquelle il sera donné à la volonté des violents dotés de sens philosophique et des artistes tyrans une durée qui s'étendra sur des millénaires. Un type d'homme supérieur qui, grâce à la prépondérance de leur volonté, de leur savoir, de leur richesse et de leur influence, se servirait de l'Europe démocratique comme de leur instrument le plus docile et le plus souple pour prendre en main les destins de la Terre, pour travailler en artiste à former l'homme lui-même. Vous me dites que ça a été écrit par Clochefab il y a 3 ans, je vous le signe. c'est Clochefab écrit avec ses pieds, mais à cette nuance près, effectivement, lui ou Harari aurait pu... Et là, on touche du doigt le génie de Nietzsche, c'est-à-dire il ne faut surtout pas lui manquer de respect. Là, on n'est plus dans la philosophie, on n'est même plus dans la poésie, on est dans la prophétie. Il y a d'autres textes prophétiques, dont un que je cite, Heinrich Heine, un texte très important, qui était très important pour Nietzsche lui-même, l'histoire de l'Allemagne, justement que l'Allemagne n'a jamais réussi à vraiment se convertir au christianisme, que le paganisme, ça a toujours été le néopaganisme, une hantise allemande, même chez des très grands créateurs, des très grands philosophes comme Schelling, chez les romantiques, chez les artistes. C'était vraiment un fantasme. L'extrait que vous venez de lire, bon, c'est pareil, je suis tombé. Bon, mais non, à chaque fois, il y a une surenchère. On se dit, non, c'est pas possible, à ce point-là. Donc, moi, c'est ça, j'ai écarquillé les yeux pendant des années. Hein. Mon livre, c'est l'histoire de 30 années de lecture de Nietzsche. Là, dans 6 mois, je vais mettre un livre sur Marx, ça va pas être plus... Ça a été une souffrance, l'écriture de ce livre. J'espère que le lecteur y prend du plaisir. Imaginez Charlie Chaplin, celui du dictateur, qui lit ce texte-là. Enfin, je veux dire, Hitler, à côté, c'est là. Vous voyez, il y aura l'avenir. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a des prescriptions eugénistes, il y a des prescriptions pour euthanasier ce qu'il appelle, je sais plus quoi, les neurasthéniques au 3e degré, ce qu'il était lui-même. En plus, oui. Donc ça, c'est l'histoire d'un somptueux suicide intellectuel Nietzsche. On ne peut pas s'empêcher de penser au suicide politique qu'a été l'aventure nazie. Et ça, il y a un film gigantesque qui a très bien compris tout ça. Il s'appelle Hitler, un film d'Allemagne, un film de quasi 8 heures, que plus personne ne connaît aujourd'hui. Les gens vont voir Tarantino, ils vont voir Spielberg, et ils croient avoir tout compris. Ils pensent que le nazisme, c'est un film de kung-fu. Voilà. Ouais.
pour comprendre ce que c'était. C'était une esthétique, le nazisme. C'était une spiritualité. C'est pour ça que ça a marché. Et c'est pour ça que même dans les films de Spielberg, ça transparaît. C'est-à-dire, ils sont méchants. Bon, Darth Vador, c'est la version un peu imaginaire du méchant nazi. Mais quand on voit les vrais, ils sont habillés en Hugo Boss, en cuir, ils ont de l'allure, voilà. Tout ça a été pensé dans les moindres détails. Et tout ça, alors ça nous entraînerait très loin, mais j'ai évoqué Marx, ça vient quand même aussi du léninisme. Hitler était très fasciné par le léninisme, par les films des Einstein qui faisaient une... Hitler a essayé de faire la même chose. Hitler, en plus d'être un grand lecteur de livres, bibliophile, comme on dit, adorait le cinéma. Il voulait Fritz Lang. C'est une anecdote que je raconte dans le livre. C'était son cinéaste préféré, mais il regardait tout, tous les films. C'était vraiment son passe-temps favori. Mais il voulait Fritz Lang, c'était son cinéaste préféré. Fritz Lang, cinéaste très prémonitoire sur ce qui se passait en Allemagne, sur la montée du nazisme, même Le Maudit, Le Testament du docteur Mabuse, ça c'est peut-être le film le plus annonciateur. Bon, Goebbels invite Fritz Lang, qui arrive comme ça, il raconte ça dans une interview en anglais avec son... Il dit oui, Goebbels, who was very clever, c'est Fritz Lang qui parle. Goebbels lui dit, bon ben voilà, le Führer voudrait que vous soyez le cinéaste officiel du mouvement. Fritz Lang répond, très aristocratique, beaucoup d'allure, il y a un petit problème ici, je suis juif. Goebbels répond, nous décidons de qui est juif et de qui ne l'est pas. Moi, j'ai passé 3 mois dans certains pays du Proche-Orient, qui fait beaucoup de parler de lui à nouveau, enfin depuis longtemps, en 2007. J'avais raconté cette histoire à des Israéliens. Ils étaient morts de rire. Voilà. Ouais, c'est vrai que donc, effectivement, là, pour en revenir à l'extrait que vous dites, voilà, il y a des prescriptions. J'y insiste, il faut remonter à la République de Platon. Lâchons le mot pour avoir un modèle aussi totalitaire de société. Et le rêve, alors ça, j'en ai parlé dans une des... Il y a un décalage entre la vision, et ça fait partie de sa folie, de sa psychose, de sa schizophrénie, un décalage entre la vision, comme on dit en philo, ontologique, c'est-à-dire la manière dont il voit l'univers, l'être, etc., et une vision très chaotique. Le néopaganisme, ça va avec ça, très tout feu, tout flamme. Avec des contradictions, parce qu'une telle ontologie, ça ne va pas avec sa doctrine de l'éternel retour, etc. Et donc, il y a un abîme, une espèce de déchirure entre cette vision du monde qui est totalement chaotique, bordélique, ça fascinera beaucoup Deleuze ou Foucault. Disons, il y a un certain anarchisme 68A, philosophique très brillant, et sa vision politique que j'interprète aujourd'hui comme une sorte de terreur, c'est-à-dire il a une vision... Moi, le premier auteur que j'ai lu quand j'étais tout petit, à 9 ans, 10 ans, j'étais déjà très dark dans la tête, c'était Lovecraft. Et la vision du monde de Nietzsche, au-delà des clichés sur le gai savoir, etc., il faut quand même comprendre ce que ça veut dire le gai savoir chez Nietzsche. Gai savoir, chez lui, c'est de savoir que le monde est cruel, le monde est méchant, le monde est essentiellement fait de violence et de souffrance. C'est ça que ça veut dire, le gai savoir. Et donc aujourd'hui, j'interprète son espèce de fanatisme politique et de pré-totalitarisme. Un très grand écrivain, Julien Gracq, disait je relis par-delà le bien et le mal. C'est beaucoup plus pré-nazi que encore dans mon souvenir. Et Julien Gracq était dans la résistance en plus, ça aurait été un immense écrivain. Donc il savait de quoi il parlait. Je cite des extraits dans le livre où Julien Gracq évoque la montée du nazisme vue de la France, mais tout le monde sentait que quelque chose, enfin, toute personne capable de mettre deux neurones en contact. Et c'est un petit peu comme aujourd'hui, hein, faut bien le dire. On sent que des nuages extrêmement sombres sont en train de s'abattre sur l'Europe et peut-être au-delà. Il y a ceux qui veulent voir, il y a ceux qui ne veulent pas voir.
Et justement, sur cette question de la transmission, en fait, l'héritage idéologique nazi, je m'appuie par exemple sur les travaux de quelqu'un comme Johann Chapoutot, qui l'explique très bien récemment dans Libre d'obéir, où il y a eu l'héritage culturel nazi, la loi du sang, ces différents ouvrages où il retombe souvent finalement sur cette conclusion qui est de dire attention, le nazisme ne nous a pas, tristement évidemment, mais ne nous a pas que légué la Shoah. Il faut aussi réussir à accepter ce que ça nous a légué dans nos sociétés, dans la construction de nos sociétés. Et on a cette impression, en fait, de la période nazie comme d'un immense trou noir qui absorbe tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que, bon, les accords de Munich, ok, d'accord, mais bon, c'est un autre problème. Et tout ce qu'il y a eu après n'existe pas. On va commémorer, on va pleurer, on va maintenir ça dans une bulle, mais on refuse de voir sur les questions de l'eugénisme, par exemple, alors que les Américains avaient peut-être un coup d'avance sur la question de l'eugénisme, où aux États-Unis, des actes étaient pratiqués dans les années 20, hein, une femme folle, enfin jugée folle, qu'on avait empêché de pouvoir faire des enfants. Enfin, on avait déjà des décisions de cet ordre-là. Et vraiment, à votre avis, cher Mehdi, pour vous, quel est l'héritage justement par rapport à ça dans la filiation, donc, on l'a dit, vous l'avez expliqué, le nazisme par rapport à Nietzsche, mais aujourd'hui, par rapport à cet héritage idéologique nazi, est-ce qu'on est dans le pur complotisme qui ferait hurler nos fact-checkers, ou, voilà, pour la petite blague, mais plus sérieusement, quel est, voilà, factuellement, en fait, ce qu'il en reste dans nos sociétés, dans la conception de nos sociétés liées au progrès? On pourra parler aussi du néopaganisme et du progrès, du lien avec ce rapport au progrès comme nouvelle divinité. Mais c'est une autre question, j'anticipe. C'est une question très importante. Enfin, déjà, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut complètement sortir de cette manière de voir le nazisme comme un trou noir qui absorbe tout et auquel on peut rien comprendre. C'est ça. Moi, je crois comme Hegel, le Hegel que j'aime bien, parce que j'aime pas tout dans Hegel, mais que tout le réel est rationnel, et que donc, si ça s'est passé comme ça et pas autrement, bah, faut retracer l'histoire, et mon livre essaye de rembobiner ça. Donc, vous avez raison de dire, et que, à partir de 45, il se passe plus rien. Ça, j'ai dit ça récemment, je sais même plus si c'est une interview ou une conversation, disons, privée, mais autour de tout ça. Non, si, je l'ai dit aux Américains, je leur ai dit, bah, après 45, regardez ça. Alors, pour nous, Européens, il s'est rien passé. Ça a été les 30 glorieuses, après c'était un peu moins bien, mais il n'y a pas eu de guerre. Bon, là, la guerre fait retour dans les conditions qu'on sait. Donc on commence à avoir les chocottes et tout. Mais effectivement, tant qu'on... Je ne vais pas dire une expression vulgaire, tant qu'on était dans le confort, disons, voilà, on s'en foutait du malheur des autres, des souffrances des autres, et des atrocités que certains, et notamment les États-Unis, personne n'a... Si vous faites le compte et le total... évidemment pas de rationalité mathématique qui nous permet de mesurer complètement ça, mais l'histoire de l'horreur, l'histoire de l'atrocité, c'est pas arrêté en 1945 avec les nazis. Ce qu'ont fait les Américains, la CIA en Amérique du Sud, je peux vous dire, en lot d'atrocités. D'un autre côté, c'est vrai que le bloc soviétique, moi j'ai écrit sur une prison qui s'appelait Pitești en Roumanie entre 1949 et 52, qui t'a... Je ne vais pas dire ce que je pense là, parce que je suis un peu timide, mais dans les livres, je le dis tous ensemble. Donc, si vous avez vu Salo et les 120 journées Sodome de Pasolini, et ben dans cette prison, c'était exactement la même chose en pire. Voilà. Period, comme on dit. Et l'histoire de... Donc, l'héritage, et ben là, justement, les fact-checkers, je m'en fous, je fais de la philosophie. Et la philosophie, bon, comme on sait, dialogue beaucoup avec la psychanalyse, depuis que celle-ci existe. Et là, de même, je parle de psychose, de retour du refoulé, mais sous forme de psychose, ça ne se passe jamais d'une manière gentille, comme dans la névrose. La névrose, c'est moins violent. Le nazisme, effectivement, c'est psychotique. Nietzsche, c'est psychotique. Mais dans le cas des États-Unis, je pense que c'est psychotique aussi. C'est-à-dire, au-delà des côtés, disons, anecdotiques, mais ça, forcément, le recyclage des scientifiques nazis, l'opération Paperclips, le nombre d'officiers de l'OTAN, de dirigeants nazis qui ont été recyclés dans l'OTAN. Au-delà de ces côtés superficiels, anecdotiques, moi je dirais, et je le dis dans le livre, alors ça rejoint les analyses un petit peu d'Emmanuel Todd dans son dernier ouvrage, je trouve très très pertinente, au sens, peut-être ça a à voir avec l'effondrement de la spiritualité. Peut-être que la tentative... soyons encore plus provocateurs, nietzschéo-hitlérienne, de redonner à l'Allemagne une spiritualité qui ne soit plus celle de la chrétienté,
Parce que ça, tout le monde considérait que c'était plus ou moins foutu, et les Allemands plus que les autres, pour des raisons historiques liées à leur histoire à eux, qui est très différente de la nôtre. L'analyse de Todd, c'est ça. Depuis que le protestantisme, la discipline protestante dont parlait si bien Max Weber, s'est effondrée aux États-Unis, la chrétienté en Occident, il y a quelque chose qui ne va plus. Et des sociétés qui n'ont pas forcément du côté monothéiste, je pense à la Chine ou à l'Inde, mais une discipline spirituelle. Et c'est vrai que la présence de la spiritualité dans une société est quelque chose d'extrêmement structurant. On peut condamner les excès ici, là, il y aurait beaucoup à dire, et pays par pays, parce que l'islam, par exemple, c'est absolument pas un bloc monolithique où ça fonctionne. La Tunisie est un pays très particulier, qui a eu une histoire très laïque depuis la décolonisation. Bon, je ne vais pas parler de l'histoire de la Tunisie. C'est juste pour revenir à ce que disait Todd et à son diagnostic de la défaite, de l'effondrement actuel de l'Occident. Et qu'effectivement, mais alors de manière très inconsciente, c'est pour ça que j'évoquais la psychanalyse, et que l'héritage, disons, indirect, il ne s'agit pas de dire les Américains, c'est les nouveaux nazis. Les Américains, c'est les Américains, avec leurs défauts à eux, avec leur violence à eux. Mais par exemple, et ça je l'ai dit aux Américains, j'ai dit au moins les nazis, ils disaient ce qu'ils faisaient. Ils ne nous prenaient pas en traître. Ils ne disaient pas on va faire ceci, et ils faisaient autre chose. Les Américains, si. On va vous apporter la démocratie, en Irak, en Afghanistan, en Libye. Ça, Libye, je vais beaucoup en parler dans un livre. Et demain, je vois un ami que je n'ai pas vu depuis des années, il vient me contacter, qui connaît extrêmement bien la situation libyenne, donc ça va être passionnant de me retrouver. Ce dont hérite par rapport à cet effondrement, c'est effectivement l'incapacité de trouver une spiritualité de remplacement. L'histoire du marxisme ou du nietzschéisme politique, parce que ça plaise ou non à certains, il a existé, c'est effectivement cette détresse, à mon avis, de l'Occident de remplacer une spiritualité qui s'est plus ou moins effondrée, qui était la chrétienté, et de pas y arriver. Donc, quand Todd dit effectivement cet effondrement, là, on est au degré zéro de la religion dans les pays occidentaux, et la date précise, il dit, moi, je juge pas, je suis plutôt pour tout ça. Il dit, mais le mariage pour tous, bon, ça veut dire c'est fini. Ça veut dire que la Bible, ça n'existe plus. Ça veut dire que c'est tout. Il dit, c'est en anthropologue que je parle. Moi, j'ai toujours, voilà, je condamne plutôt les persécutions par Poutine des homosexuels. Donc, Todd, voilà, c'est pas le conspirateur, comme il dit, c'est pas le complotiste du plateau des 1000 vaches. Et son diagnostic, je trouve, est très juste. Et donc, de façon quand même très, très troublante, on a, ça j'en parle beaucoup, parce qu'il y avait une esthétique de la transe chez les Allemands, chez les nazis, je veux dire, mais qui est allemande en réalité, qui est l'histoire du romantisme à partir de Jena, qui existe dans la philosophie, justement avec Schelling, plus tard avec Nietzsche. Et on retrouve ça, on va dire, à l'état vulgarisé, à l'état naïf, avec toutes ces choses qu'on a adorées, le cinéma hollywoodien, le rock'n'roll, les musiques électroniques, les musiques de trance, etc. Donc il y a une chose au-delà des États-Unis, mais les États-Unis, c'est le porno, ce côté néo-païen, sexualité débridée, assez de la morale chrétienne qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Et moi, je parle comme quelqu'un qui vient de là, qui vient du blues, qui est connu toute cette culture. J'ai lu Shakespeare et Proust, mais j'ai aussi connu tous ces trucs. J'ai été à des centaines de concerts de rock'n'roll. Je me souviens des concerts de Tricky, c'était vraiment du vaudou. Donc on avait vraiment ce truc de trance. Après, quand j'ai commencé à écouter la musique sérieuse, comme on dit, Wagner, Richard Strauss, j'ai retrouvé ce truc de trance qui n'existait pas dans la musique avant la musique classique inventée par Haydn, un Allemand. Puis, quand ça devient le romantisme, quand ça devient Wagner, Wagner, c'était le blockbuster de l'époque. Les gens étaient en transe, réellement. Et c'est ça, je dirais, qu'hérite, mais très inconsciemment et de manière très vulgarisée, je dirais, mais du coup beaucoup plus populaire, l'américanisme. C'est une sorte de néopaganisme qui s'ignore comme tel, qui retrouve quelque chose de ce que les Allemands les plus intelligents, comme Hölderlin et comme justement Nietzsche ou Schelling, comprenaient, parce que ça c'est très important, c'est une des découvertes des Allemands, des grands penseurs allemands, par rapport à la vision qu'on avait jusque-là de la Grèce, eux ils découvrent
une vision très solennelle, une vision très catholique, très romaine, une vision très sage, très figée. Et ce que découvrent ces gens-là, les Allemands, donc tout ça va ensemble, c'est une culture, c'est une Grèce fofolle, une Grèce démente, une Grèce justement de la transe, de la transpiration, une Grèce de la folie, et de la folie voulue pour elle-même. Un des paradoxes de Nietzsche, c'est qu'il ne buvait pas une goutte d'alcool, alors qu'il se prenait pour Dionysos, le dieu du vin. Les tragédies grecques, c'était des... Je ne sais pas si ça tournait vraiment à l'orgie, mais je crois que c'est très probable, mais en tout cas, c'était des beuveries, ça c'est sûr. C'était qui à gogo. Les tragédies grecques, ce n'était pas seulement une représentation théâtrale, parce que le public était très actif, c'était des rites religieux. Voilà. Et je dirais que... et tout n'est pas acheté. J'ai adoré le rock'n'roll, maintenant j'écoute surtout du jazz. Enfin, tout ça, c'est... J'aimerais pas revenir à la prohibition, là. Une meilleure amie tunisienne, elle revient de France, elle m'a ramené un 12 ans d'âge. Bon, ça faisait 8 mois que bien tout rourbé, donc chaque jour à 18 heures. Donc voilà, je ne suis pas du tout... La philosophie n'est pas là pour faire la morale, on fait la morale après. On réfléchit d'abord et on prend ses... Mais oui, il y a quelque chose qui a très mal tourné dans l'histoire de l'américanisme, dans l'histoire de l'Europe, de la France récente. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose tout le temps avec cette amie, parce qu'elle est comme moi, en fait, moitié française. Comme moi, elle est très déchirée entre cette double appartenance. Et c'est vrai, on se dit, comment ça se fait, quoi? Il n'y a pas si longtemps, on avait les plus grands philosophes, les plus grands écrivains. Pour ceux qui... Voilà, on avait Boulez, on avait Luthieux. Et qu'est-ce qui reste? À force de reality TV, à force de... Mais il reste des gens qui, bizarrement, sont des métèques. Alors ça, c'est un thème très grec, hein, qui, comme elle ou moi ou d'autres, des Marocains, des Algériens, des Maghrébins, ça c'est passionnant parce que c'est de la dialectique. C'est pareil, c'est pas de la morale. On va pas à la colonisation. Oui, mais la meilleure moyen de se venger, c'est peut-être pas le ressentiment, c'est peut-être d'aimer la langue française, la culture française, l'histoire française, plus qu'aujourd'hui, elle ne s'aime elle-même, je dirais depuis une cinquantaine d'années, pour des raisons que... Mais pour rebondir sur ce que vous disiez concernant le livre d'Emmanuel Todd, alors en toute humilité, hein, loin de moi l'idée de vouloir contredire Emmanuel Todd évidemment, mais je suis en train de le lire en ce moment, son dernier ouvrage justement, donc c'est encore frais dans ma mémoire. Je me demande si, parce qu'il l'évoque quand il parle des gens qui prêchent le faux concernant la question transgenre, des gens qui expliquent que XY au niveau des chromosomes, en fait on s'en fout et ça n'existe pas. Donc on est vraiment on est même au-delà de la négation du réel, on est dans le prosélytisme du faux. Et je me demande si finalement sur la disparition de la spiritualité, où effectivement il parle du stade de société zombie, puis de zombie, puis zéro, mais est-ce que finalement on n'est pas dans une nouvelle forme de spiritualité où on n'a pas assez pris au sérieux les mantras de développement personnel de croyez en vous, c'est très important, l'individu, votre ego, vous pouvez tout faire, comme As You Are, hein, la chanson de Nirvana qui est quand même devenue le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes, donc l'évolution de l'époque on en parlait. Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là où on est sur une spiritualité plus individualiste que jamais, où l'individu peut tout, y compris nier la nature, nier le réel, être une femme le matin, un homme le soir, une flaque de couleur l'après-midi. Et ça, c'est pour ça qu'à tous mes amis, camarades de tranchée, pendant toute cette affaire de la grippe estampillée 2020, pour pas être censuré, on n'aurait pas dû dire le mot, sinon ça va vite avec les algorithmes et tout. Mais ça nous ramène quand même à Nietzsche. C'est-à-dire, voilà, comme je dis à ces camarades de tranchée, je suis plus résistant parce qu'en Tunisie, 90% de ce à quoi vous résistez n'existe pas. Ouais. Donc, ce que vous évoquez là, ici, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis un homme pudique, voilà, on pourrait raconter des... et effectivement, ces problèmes-là ne se posent pas. C'est une des raisons principales du fait de rentrer ici.
Mais ça nous ramène à Nietzsche, parce qu'une des singularités absolument géniales de Nietzsche, c'est qu'il est le premier philosophe de la tradition à mettre radicalement en cause la valeur même de la vérité. Alors chez Nietzsche, c'est encore une fois très schizophrénique, parce qu'il est extrêmement franc du collier. On le croit sur parole, il est direct, etc. Deleuze, qui sera le Nietzschéen, avec Foucault le plus important. Chez Foucault, il y a une mise en crise qui vient de Nietzsche, de ce qu'on considère comme ce qui fait que Foucault est parfois accusé d'être une sorte de nihiliste relativiste. Il dit oui, vous pensez ça, mais si vous mettez ça à côté, ça fait plus sens et tout s'effondre. Pourquoi est-ce que ce type de choses est arrivé en Occident et pas ailleurs? Pourquoi ça n'arrive pas aux Chinois, aux Russes, aux Indiens ou aux Arabo-musulmans, comme on dit, de manière un peu approximative? Pourquoi ça n'arrive pas aux Iraniens? Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi c'est la faute à Voltaire, donc c'est la faute à Nietzsche, parce qu'il n'est pas le seul. Wittgenstein fait un peu la même chose, comme j'ai dit, Foucault. Il y a eu dans l'histoire de la philosophie, depuis Nietzsche, encore une fois un précurseur génial là-dessus, d'où le titre de Convive, il y a cette espèce de mise en cause radicale du critère de vérité, mais il y a d'autres philosophes comme Heidegger, comme Badiou, malgré que j'en ai, et j'ai dit que je ne ferais pas trop dans la fausse modestie, j'ai consacré 300 pages à la question qu'ils m'ont demandé des années de travail dans mon livre de philo le plus important, de refonder la question de la vérité, d'essayer de sauver, de dire effectivement on ne peut plus penser la vérité comme avant, mais n'empêche, il y a de la vérité. On ne peut pas se passer du critère de la vérité dans le discours, et dans le discours, ça veut dire dans la vie. Quand on n'a plus ça, on n'a plus rien. On est des loukoums. Au-delà des discours qu'on a sur ce que vous dites, le critère, c'est quand même, je vais dire un de ces mots barbares qu'adorent les philosophes, le démonisme, ça veut dire la recherche du bien. Et est-ce que tout ça, en Occident, nous apporte le bien, nous apporte des gens heureux, souriants? Bon, bah ici, en Tunisie, on est 10 fois plus pauvres, on va dire 100 fois plus pauvres. Les gens sont souriants, les gens s'entraident. C'est le système D à tous les étages. Il n'y a pas d'obsolescence programmée tant que votre voiture roule. Alors là, il peut manquer de ceci, brinque-baller de tous les côtés. Les taxis tunisiens, mais on peut écrire un livre en entier, tellement c'est fascinant. Et ça, j'écris un autre livre là-dessus qui va déplaire et à ce qu'on considère comme la droite et à ce qu'on considère comme la gauche. Je trouve que la crise du Covid nous a bien montré tout ça. Et si c'était, sous un certain rapport, une chance d'être pauvre, ou de moins dans un pays pauvre? Parce que je ne vais pas me la jouer, je ne vis pas dans les endroits, même si j'y vais, mais ça va. Par rapport à la France, où j'étais vraiment un crevard et en dessous de la seuil de pauvreté. Ici, je m'embourgeoise, légèrement, pas beaucoup. Mais tout de même, la moyenne de... Alors, quelqu'un, et je dirais pas, un Tunisien très très en vue, on lui dit « Ah, mais le PIB en ce moment en Tunisie, ça se porte pas très bien. » Il dit « Pour moi, ça veut rien dire. » Ce que Todd dit dans son livre, il dit « Arrêtez de réfléchir en termes de PIB, ça, du tout à rien. » Et ce Tunisien, très très connu, dit « Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas, le PIB, c'est des chiffres, c'est des courbes, ça ne signifie absolument rien pour moi. Nous, en Tunisie, ce qui nous intéresse, c'est le bonheur intérieur brut. » Voilà. Et donc, pour la faire très courte, parce que c'est vraiment un court-circuit, là, c'est vrai que cette mise en cause, à ce point-là, du critère de vérité, en tout cas, ça montre que la philosophie, c'est pas abstrait. Ça veut dire, par exemple, chez un Deleuze, il y a... Là, on n'est plus chez Nietzsche. Il n'y a pas cette franchise du collier, ce côté direct. Un ami, un psychanalyste, vous avez peut-être entendu parler, avec qui j'ai fait un livre d'entretien, mais on n'arrive pas à trouver d'éditeur pour des raisons que je laisse à votre direction. Mais bon, on finira par trouver. Christian Dubuis-Santini, il a dit, Nietzsche, il souffrait vraiment. Il y a un côté christique chez Nietzsche. C'est quand même très paradoxal de sa part que quand il devient fou, il signe Dionysos le crucifié. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne croit entre Dionysos et Jésus-Christ. Bon, c'est une autre... Mais voilà, Todd fait le même... J'écris là-dessus, ça veut dire que ce que nous a montré là... Deleuze, c'est quelqu'un qui... Voilà, excusez-moi, je pars dans tous les sens. Nietzsche était quelqu'un qui souffrait vraiment dans sa chair, alors que Deleuze était un souffreteux. C'est pas pareil. Et donc, Deleuze, cet éloge du mensonge, ça devient complètement autre chose. Ça devient un éloge
couvert du simulacre, du mensonge, du semblant. Pour Deleuze, le critère de vérité, effectivement, n'existait plus, n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire c'est une philosophie extrêmement esthétisante, extrêmement impressionniste, car ça a vraiment sa beauté, mais où le critère de vérité n'existe plus. Résultat, il s'est suicidé. On parlait de Kurt Cobain, comme As You Are, ouais, bon, on connaît le résultat, c'est aller beaucoup plus vite qu'avec Nietzsche encore. Le rock'n'roll, oui, c'est quand même une sorte de paganisme moderne. Le rock'n'roll, la rock'n'roll way of life, la rock'n'roll attitude. J'ai adoré ça. J'étais fanatique d'Alan Vega, de Tweaky. Jésus, ça m'a cher. Mais bouffé. Mais dans mon travail sur la vérité, je conclus là-dessus, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que Nietzsche ne se pose pas encore la question de la technologie, que beaucoup de philosophes, en particulier à partir de Heidegger, j'ai fait un livre d'entretien avec Bernard Stiegler, c'était l'obsession, l'unique sujet. Qu'en est-il de la vérité à partir du moment où la technologie, virtuellement, c'est le cas de le dire, peut tout falsifier? Voilà. Et c'est exactement la question que j'allais vous poser justement pour rentrer dans le moment de projection de votre ouvrage sur la question du transhumanisme, qui est la seule question finalement où vous êtes dans la projection de la réflexion, parce que on voit tout ça se dessiner, mais on n'est pas encore au niveau de la puce dans le cerveau humain. En tout cas, Elon Musk l'a mis dans le cerveau d'une truie jusqu'à présent, mais on y arrive à grands pas, mais on est encore un petit peu dans le futur. Et justement, sur cette question-là, après tous les éclairages que vous venez de nous donner, quelle lecture faites-vous de ce courant transhumaniste aux confins de toutes les réflexions évoquées là jusqu'à présent? Alors, moi, j'ai pas pris ça très au sérieux au début, mais j'avais écrit un livre là-dessus qui s'est avéré assez prémonitoire, qui s'appelait de manière extrêmement sobre Dieu, sous-titré La mémoire, la technoscience et le mal. Et je parlais du transhumanisme, entre autres. Mais c'est vrai, pendant longtemps, j'ai pas pris ça au sérieux parce que je pensais pas que c'était aussi influent que les gens les plus qui sont puissants du monde. Et là, l'extrait que vous avez lu de Nietzsche, effectivement, on croirait un portrait, quoi. On croirait un film, c'est même plus un texte descriptif. Parce que c'est de la métaphysique très très vulgaire. Ça veut dire que... Alors, au sens, on va dépasser l'être humain par la technologie. Mais qu'est-ce que l'être humain depuis les Cro-Magnons, voire le néandertalien? C'est l'animal qui s'est dépassé lui-même par la technologie. Alors, tout mon travail parle de ça, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très sophistiqué. Donc, pour moi, je n'ai pas pris ça au sérieux au début. Et puis là, on prend au sérieux à cause du pouvoir que ça a. Et qu'effectivement, il y a le même... là encore, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je suis un peu trop parti dans tous les sens ces dernières minutes, donc on reste sobre et on boit frais à Saint-Tropez, comme disaient les grands philosophes. Dépasser l'homme par la technologie, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau, mais il y a quelque chose d'idéologiquement aussi nauséabond, effectivement, que ces idéologies qu'il est très très facile de condamner une fois que c'est post festum et qu'on est au chaud et qu'on risque rien. C'est beaucoup plus difficile de dénoncer celles qui sont ici, de les décrire. On s'en prend pas la gueule quand on le fait. On a un ami commun qui s'appelle Bertrand, quelqu'un qui essaye de faire ce travail-là très courageusement et héroïquement. Moi, ça nourrit beaucoup mon travail philosophique, mais des raisons de mon exil, c'est pas tout à fait un exil, c'est un retour, peu importe. Quelque part, c'est quand même un exil. Je m'en nourris, mais je veux vraiment faire de la philosophie. C'est-à-dire, j'ai compris à un moment, il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, non, là, je reviens à la philo pure, c'est mon job. Si moi, je ne le fais pas, personne ne le fait. Donc, je ne vais pas faire du lançage d'alerte. Il y en a qui le font bien mieux que moi, avec une audience. En plus, je n'ai pas envie, moi, d'être super visible. Je veux juste faire un travail philosophique solide et qui parle aux gens et qui les aide. Du reste, dans ces années Covid, ce que j'ai préféré faire, c'est vraiment la philo. C'est les conférences, c'est les textes de philosophie pure, etc. Tout le reste, quand c'était de la dénonciation, j'ai fait ma lettre au maire de mon village, qui a fait des millions et des millions de vues.
ça a fait du bien aux gens, donc je suis fier quelque part, et les manifs et tout ça. Mais le plus important pour moi, à un moment, je me suis dit, bon, là, tu recadres, ton truc, ta vie, c'est la philo, t'es plus tout jeune, donc si tu te disperses, voilà. Donc, transhumanisme, c'est ça, c'est quelque chose qui espère une transcendance qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire, effectivement, il y a des innovations technologiques aujourd'hui qui sont effrayantes, mais la machine à vapeur, c'était déjà effrayant. L'imprimerie, il y avait de quoi avoir très peur quand on a l'habitude depuis des millénaires d'écrire à la main. Moi, j'adore écrire à la main, donc ça exclut pas. Voilà ce que je dirais philosophiquement. C'est un concept très important chez Hegel que j'analyse beaucoup de mon travail, c'est Aufhebung. Aufhebung en allemand, et c'est souvent comme ça l'allemand, ça veut dire à la fois supprimer et conserver. C'est une notion de dépassement, mais qui conserve quelque chose, ce qui est dépassé. Et la technologie, c'est ça. Par exemple, cette table est en bois, j'ai supprimé un arbre, mais l'arbre est conservé en tant que bois, et il est dépassé dans la table. Et la technologie, c'est ça. Aucun autre animal, quoi qu'en disent les antispécistes, je les laisse à leur bavardage et à leur sentimentalisme, et je ne suis pas végétarien, et paf, tant qu'on ne fait pas souffrir les animaux voilà, qui sont élevés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lâcher les moutons et les poules dans la nature. Ça fait des dizaines de milliers d'années qu'ils sont... ça va être mieux d'être dévoré dans un renard après avoir passé des semaines à crever de faim. Enfin bon, là, on va les égorger, ça dure 3 secondes. Qu'est-ce que ça change d'un renard ou d'un loup? Il faudrait qu'il m'explique un jour. De ce point de vue-là, je suis assez nietzschéen, c'est-à-dire qu'il faut accepter une certaine dose de cruauté. C'est pas forcément uniquement mauvais côté chez Nietzsche que de vouloir regarder la réalité en face, de vouloir regarder la cruauté et la violence du monde en face. Mais voilà, ce long détour, cette digression pour dire l'illusion des transhumanismes, et ça a été l'illusion des totalitarismes, parce que les communismes, le léninisme, c'était la table rase, c'était l'homme entièrement nouveau. C'est-à-dire c'est un dépassement absolu. On supprime tout ce qu'il y avait avant, on vous amène quelque chose de complètement nouveau. Ce que amène ce genre de discours, généralement, qui aujourd'hui, depuis des décennies, c'est nous allons amener la démocratie partout, nous allons le monde fondé sur des règles, nous sommes les cow-boys, les gendarmes du monde, comme avec les autres, totalitarismes. Dans ce cas-là, c'est plus un impérialisme, sournoisement totalitaire pour ce qui est de l'Occident, etc. À chaque fois que vous voulez un dépassement absolu, à chaque fois que vous ne tenez pas compte, par exemple, de l'autre, ce qui est quand même le cas de la politique américaine, le résultat, c'est des charniers. Voilà. Si vous voulez dépasser quelque chose, et nous, êtres humains, on est voués à ça, bien sûr qu'il va y avoir encore des innovations technologiques. Moi, je fais de la philo. Je n'ai pas du tout envie, on ne va pas citer... J'ai envie de produire quelque chose de nouveau. Je n'ai pas du tout envie de répéter ce qui a été déjà dit par des philosophes. Donc, ça fait partie de nous. Simplement, l'illusion transhumaniste, c'est eux qui ont le monopole de l'innovation. 2, l'autre n'existe absolument pas, les autres cultures, leur diversité, etc. Non, on conservera toute innovation, que ce soit en musique, en littérature, en philo, bien évidemment, en sciences... tout dépassement s'appuie sur ce qui est dépassé. De jolis mots pour la conclusion, finalement. et en tout cas, le mot de la fin. Voilà, le bon, mot de la fin. 3-0, c'est bon. Hein, match plié, je sais tes matchs. Mais en tout cas, cher Mehdi, on est ensemble depuis bientôt près d'une heure. Un immense merci pour toutes vos réponses déjà. Et je renvoie bien sûr tous nos spectateurs pour aller. Avec grand plaisir. Vraiment, vous êtes le bienvenu sur Je te mets dans le banquet. On va vous retrouver dans le banquet. Voilà, comme intervenant. Et je le redis à nos spectateurs, hein, n'hésitez pas à découvrir Nietzsche et la psychose occidentale pour aller encore plus loin. Hein, ce qui s'est dit, là, on a vraiment donné les grandes lignes de repère. Mais voilà, en 200-250 pages, on en prend plein le museau et c'est ce qu'on aime. Voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, chers spectateurs, on va se retrouver très bien. Avec plaisir, avec plaisir. Et chers spectateurs, vous le savez, on va se retrouver très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.